Salut, vous nous regardez certainement sur Facebook ou YouTube, ou alors vous nous écoutez sur les différents réseaux de podcasts, peu importe. Nous vous souhaitons la bienvenue en espérant que vous alliez bien. Mon nom est Loïc Oyono de l'association African Business Leader et j'ai le plaisir d'être accompagné par ces personnes introduites de la migration en Tunisie. Parce que oui, on va parler de la migration en Tunisie, mais particulièrement de la migration estudiantine, donc des étudiants étrangers ou, si vous préférez, africains en Tunisie. Ceci dans le cadre du projet Kufaya Student, qui est un projet mis en œuvre par nous, l'association African Business Leader, et accompagné par la fondation Friedrich Naumann. Je parlais justement de ces personnes et je vais commencer par le docteur Issam de l'Institut international de technologie, ou je me trompe plutôt de NAPU. D'accord, merci Loïc, le plaisir il est partagé. Oui, je suis Issam Samtini, je suis le directeur académique de l'Institut international de technologie de Sfax, une composante de l'université nord-américaine privée. Donc oui, en effet, l'université, ça comprend deux établissements. L'IIT, c'est l'Institut international de technologie qui assure la formation des ingénieurs, qui assure la formation en architecture et aussi un cycle préparatoire. L'Institut international, c'est un établissement affilié au ministère de l'enseignement supérieur en Tunisie et reconnu à l'échelle nationale et internationale puisque nos diplômes sont accrédités. L'ISB aussi, c'est l'Institut International School of Business. Ça fait une composante aussi de l'université nord-américaine privée et elle est aussi en phase presque très avancée pour la reconnaissance de son diplôme à l'échelle internationale avec une instance très reconnue, l'IACBE. Donc l'université, elle est certifiée ISO 21001 et je suis content aujourd'hui de représenter l'université pour parler d'un sujet vraiment qui est très intéressant, qui intéresse tout le monde, étudiants nationaux et internationaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous n'êtes pas seul, nous sommes aujourd'hui également avec Florian qui nous vient de Nabeul. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, je suis ravi d'être là. Je suis Florian, étudiant en finance, 3e année à Business School et merci pour l'invitation. Alors j'insiste, c'est moi qui vous remercie parce que vous venez de très loin, vous venez de Nabeul. Ça n'a pas dû être facile, je suppose. 3 heures de route, j'ai dormi pratiquement sur tout le chemin. D'accord. Alors votre suite, il y a Madame Tina Akono, elle qui nous vient de Sfax, c'est-à-dire ici à Sfax, qui est une étudiante, ou plutôt ex-étudiante, nouvellement diplômée. Je ne sais pas trop comment je vais introduire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Loïc, alors je vous remercie pour la parole et merci pour l'invitation, l'honneur que vous me faites de pouvoir échanger sur le sujet de la migration. Alors plus précisément, je suis Tina Akono-Grace Elisabeth, récemment diplômée en industrie pharmaceutique et cosmétologie à l'ESPIN. On parle de la Tunisie, on va entrer dans le vif du sujet, on parle de la migration des étudiants en Tunisie et nous avons la chance aujourd'hui, comme je disais d'entame, de nous réunir avec des personnes justement qui ont de la matière pour pouvoir en parler, des étudiants et un responsable d'établissement. La Tunisie s'est toujours voulu être un hub universitaire au niveau du continent et notre volonté ici est de comprendre par rapport aux récents événements qui se sont passés, comment est-ce que cela a pu impacter, pas les migrants d'une manière générale, mais les étudiants subsahariens en Tunisie. Et par là, je vais commencer par poser la question à M. Issam, justement. Cette Tunisie qui, on va dire, était à 6 000 étudiants en 2018, 8 000 il y a de cela quelques années avec un bond de 34%. Comment est-ce que vous percevez cela au sein de votre établissement avec cette rentrée? Quel est l'impact de la situation socio-économique qu'il y a eu en Tunisie sur le nombre d'étudiants qui se sont inscrits dans votre établissement? Je vais commencer tout d'abord par ce que vous venez de dire par rapport à la Tunisie qui était qui était un pays accueillant, mais je pense qu'elle l'est toujours. Il y a parfois quelques incidents, quelques perturbations, mais je peux vous assurer que la Tunisie a été et est toujours un pays qui sait bien accueillir des étudiants, des internationaux de tous les continents. Concernant le nombre, oui,
on ne va pas le cacher, c'est un fait que le nombre des étudiants, il a quand même un peu baissé. On peut revenir sur les causes, mais ce que je peux te rassurer, c'est que c'est juste un moment passager et on va se retrouver, je l'espère pour tout le monde, vite à un nombre beaucoup plus conséquent par rapport aux étudiants, parce que là où la Tunisie excelle, c'est au niveau de l'accueil des étudiants subsahariens et au niveau de leur formation, au niveau de l'accueil. On peut aussi en discuter davantage sur tout ce que l'IIT ou la Tunisie est en train de faire pour bien accueillir ces étudiants-là. Alors, merci. On constate que voilà, la volonté du gouvernement tunisien n'a pas réellement changé, quitte à la volonté d'accueillir de plus en plus d'étudiants d'Afrique subsaharienne, disons-le comme ça, en Tunisie, parce que le 19 mars dernier, le ministre de l'Éducation supérieure, déjà à Monastir, était en train de lancer, initier la volonté de lancer un groupe qui serait dédié à l'accompagnement des étudiants ici en Tunisie. Et du coup, je me retourne vers Florian. Comment est-ce que vous avez vécu la situation du côté de Nabeul? D'accord. Bon, déjà, en tant qu'étudiant en Tunisie, moi, j'étudie dans une ville assez calme. Jusqu'à preuve du contraire, le 24 février, les événements qui se sont passés ont chamboulé totalement ma vision des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, depuis ma première année jusqu'à ma deuxième année, c'était le calme, c'était assez bien, paisible pour moi. Et après les informations que j'ai eues, à savoir la mort et l'agression d'un Tunisien, donc du coup, à partir de là, tout a chamboulé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des agressions visibles que moi-même j'ai subies aussi, et que j'ai aussi vu à travers d'autres étudiants comme moi. Le truc, c'est que c'était pas juste des subsahariens, c'était pas juste des immigrés clandestins qui étaient touchés, mais presque tout le monde, même des Tunisiens aussi noirs qui étaient touchés. Donc du coup, cette situation vraiment m'a pas fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Et je me rends compte bien là que ça n'a pas dû être évident du côté de Nabeul, malgré le fait que ce soit assez calme. Justement, vous, de votre côté, Tina, vous êtes à Sfax, Sfax qui est reconnu être un hub justement de la migration, on va dire, du point de vue général, mais où il y a également un bon nombre d'étudiants. Je vais parler sur le point académique. Comment est-ce que cela s'est fait ressentir de votre côté? On parle des situations de février. Déjà, je note qu'à cette période, en février, j'étais en période de stage de fin d'année. Alors, s'il faut parler sur le point académique, nous nous sommes retrouvés dans une situation où il y a bon nombre de mes camarades qui ne venaient plus en cours, compte tenu de la situation. Et même au niveau de mon lieu de stage, mon encadrante, elle était obligée de venir me chercher avec sa voiture tous les matins pour qu'ensemble on se rende au lieu de stage. Donc ça a forcément pâti sur la note de certains qui ont vécu des traumatismes peut-être pas aussi violents que moi, mais voilà, ça s'est forcément fait ressentir sur le résultat académique final. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je reviens vers vous. Alors, vous êtes là en tant que responsable d'établissement et la question qu'on aimerait dont on aimerait avoir la réponse, c'est comment est-ce que les établissements, et là je parlerai du vôtre en particulier, avaient géré cette situation, là pour fermer dessus et après on va relancer sur d'autres choses. Comment est-ce que vous avez géré cette situation auprès de vos étudiants subsahariens justement? Au niveau de l'IIT ou de l'ISB, ça a été... le même jour, on a lancé une cellule interne, on a informé tous les étudiants subsahariens que quand même, il y a certaines perturbations, je vais les citer comme ça, mais qu'il faut peut-être faire un peu plus d'attention que d'habitude, parce que quand même, je suis d'accord qu'il y avait une malcompréhension. On ne sait pas différencier un étudiant qui vient avec ses papiers, en règle pour étudier, avec des étudiants qu'on ne peut pas nier, qui avaient un bon nombre, des étudiants subsahariens qui étaient sans papier. Donc il y avait une perturbation, mais je pense que cette période-là, maintenant,
maintenant elle est du passé. On est en train de penser à l'avant. Côté académique, oui, il y avait des étudiants qui, je vais pas dire qui avaient peur, mais qui avaient préféré rester chez eux. Et on a fait tout ce qui est académiquement correct pour qu'ils aient des cours à distance ou avec des supports de cours, avec des séances ensuite de renforcement des compétences. Donc on a une liste, on avait établi une liste des étudiants qui ont eu des soucis de présence et on a fait le nécessaire côté académique pour qu'ils se mettent au même niveau que les autres étudiants pour être quand même juste envers tous les étudiants. Ça c'est un. Côté aussi suivi auprès même des services de police. Vous savez que l'IIT c'est un établissement qui appartient, je l'ai dit, au ministère. Donc on a toute la liste des étudiants qui a été aussi communiquée à la police, à toutes les autorités pour que nos étudiants ne reçoivent pas de problèmes côté papier. Donc on a suivi au cas par cas nos étudiants. On a essayé de faire notre mieux. Donc côté académique, je pense que la situation elle a été bien gérée, surtout qu'on a un délégué. Côté IT, il y a un délégué, des délégués, un délégué de l'établissement, mais en réglementation interne, on a un délégué des internationaux. Donc il y a quelqu'un qui représente tous les étudiants internationaux. En fait, la communauté camerounaise, gabonaise, donc toutes les communautés sont représentées par un représentant. Il y a un délégué, des délégués des internationaux, donc avec qui on avait discuté à maintes reprises, on était tout le temps en contact, même pendant la nuit, même un peu tard, en moindre souci, il nous appelait moi-même ou le responsable logistique ou la responsable de recrutement en Afrique. Donc on était tout le temps connectés pour gérer au mieux cette situation qui n'a pas quand même trop duré et comme je l'ai dit, je pense que c'est un peu du passé. Oui, on va parler de passé justement pour laisser le passé. On va penser au futur. Je reviens vers vous sur le plan académique dont on parlait justement. Là on va parler d'intégration. Quelles sont les mesures qui sont prises justement au niveau des établissements? Bien sûr, on a le vôtre aujourd'hui pour aider les étudiants à mieux s'intégrer sur le plan académique. Un peu plus rapidement, s'il vous plaît. Oui, c'est une bonne question. En fait, on ne peut pas prétendre être un institut international, que ce soit ASB ou IIT, sans l'être vraiment. Côté intégration, nous avons toutes des procédures claires et bien rédigées, noir sur blanc, comment intégrer un étudiant à partir de l'aéroport jusqu'à ce qu'il ait son diplôme. Donc, à partir de son année arrivée à l'aéroport, il y a toujours quelqu'un qui va l'accueillir, qui va essayer de le placer pendant les premiers jours avec, que ce soit avec des amis ou on va essayer de le loger à Sfax parce que c'est pas évident de le trouver directement en logement. On essaie de lui faciliter un logement. Ça, c'est depuis son arrivée. Puis, il y a à l'intérieur de l'établissement, il y a une journée d'intégration. Il y a beaucoup d'actions qui sont destinées aux étudiants internationaux pour qu'ils se sentent vraiment chez eux. Merci. Donc, on n'est pas en train de faire la différence entre un étudiant national ou international, mais je pense qu'il y a beaucoup d'activités, que ce soit sportives, d'intégration, que ce soit activités, que ce soit académiques, d'ordre de mise à niveau. Il y a des séances de mise à niveau, que ce soit en mathématiques ou dans des modules pour mettre à niveau les étudiants parce que les étudiants qui viennent en Tunisie, ils sont de différents pays et chacun possède des prérequis bien déterminés. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes prérequis. Donc, côté académique, côté social, on a des actions qu'on établisse pour que leur intégration soit la plus fluide que possible. Puis même lorsqu'il va terminer, bien sûr, lorsqu'on parle d'étudiants internationaux, donc la liaison elle ne se coupe pas lorsqu'ils reçoivent son diplôme, mais nous avons aussi une association des anciens diplômés qui gère leur futur, qui gère leur carrière professionnelle, au moins pour donner notre conseil, notre point de vue, même lorsqu'ils sont embauchés ou lorsqu'ils ont déjà des opportunités ailleurs. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, je vais me retourner vers vous, mademoiselle Tina. Voilà, vous avez fini les études en Tunisie. Quelles étaient vos difficultés? Qu'est-ce que vous avez rencontré de plus contraignant sur le plan académique en Tunisie, du haut de vos années d'études? Pendant mes études, mentionner que j'ai rencontré des contraintes. Je ne les appellerai peut-être pas des contraintes parce que techniquement, je pense n'en avoir pas rencontré parce que j'ai eu la grâce ou alors disons le privilège
d'être accompagnée par des encadreurs qui étaient vraiment aux petits soins, s'il faut le dire ainsi. J'ai reçu la théorie dont j'avais besoin, et non pas seulement la théorie, mais aussi la pratique. Alors, c'est ce que je peux dire sur la question. Ça, c'est sur le point académique. Oui. Ok. Maintenant, revenons sur le plan social. Je vais continuer avec vous. Socialement parlant en Tunisie, comment est-ce que vous vous confrontez à la société tunisienne? Socialement parlant, déjà, je suis une personne qui s'adapte facilement, quelles que soient les situations. S'il faut prendre position aujourd'hui vis-à-vis de la société tunisienne, je dirais qu'il y a du bon et il y a du mauvais, comme partout d'ailleurs. Alors, durant mon parcours, durant les années que j'ai passées ici en Tunisie, j'ai rencontré de bons Tunisiens, des Tunisiens gentils, et aussi ceux qui ne m'ont pas facilité la tâche. Je parle là peut-être lorsque je me rendais dans un ministère où j'étais parfois victime de ce qu'on peut appeler discrimination par rapport aux autres. Mais bon, après, on s'y accroche pas, on se dit, voilà, le contexte social peut-être ne le permet pas aujourd'hui et on fait ce qu'on a à faire et on regarde ailleurs. Ça veut dire que, excusez-moi de rester sur vous, vous avez vu la Tunisie comme un trait qu'il fallait traverser et puis vous n'avez pas besoin de regarder derrière, vous avez fini et c'est fini. Honnêtement, déjà, s'il faut revenir un peu au niveau de l'histoire, la Tunisie pour moi n'était pas un pays de choix. Je suis venue en Tunisie parce que les autres cartes que j'avais n'avaient pas fonctionné. C'est pourquoi je suis venue en Tunisie, pour ne pas avoir à perdre une année. Et aujourd'hui, je ne vois pas la Tunisie comme un pays dans lequel je pourrais prospérer. Ou bien, si je peux dire, dans lequel je pourrais vraiment m'épanouir. Donc voilà. D'accord. Je comprends. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, vous, Florian, vous êtes assez porté sur la culture. Et la question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, c'est comment est-ce que vous voyez l'intégration culturelle des subsahariens en Tunisie? Est-ce que vous pensez que les subsahariens ont la facilité de s'accommoder à la culture tunisienne? Du point de vue subsaharien, je pense que ça dépend de la volonté de tout un chacun. Parce que si vous venez et que vous savez très bien que vous avez des années à passer ici, je pense que le mieux, c'est de pouvoir s'adapter à la culture qui est devant vous et aussi de pouvoir connaître les difficultés que les autres traversent. Donc, je pense qu'à travers des échanges culturels, comme apprendre la langue arabe, échanger aussi le fait de pouvoir apporter aux Arabes des possibilités comme connaître nos langues locales, du Gabon, du Cameroun, c'est quelque chose de bénéfique pour nous tous. À travers ça, on peut déjà briser certaines barrières. Et est-ce que vous pensez avoir une certaine identité culturelle tunisienne? Est-ce que vous ressentez un sentiment d'appartenance à la culture tunisienne? Bon, personnellement, je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà, le pays, la Tunisie, est dans le continent africain. Donc, moi, je considère qu'un Tunisien, un Congolais, un Camerounais, c'est la même chose pour moi. Donc oui, je me sens comme chez moi ici. D'accord, merci beaucoup. Alors, Dr Issam, vous avez la particularité en plus de représenter l'idée d'être un Tunisien. Du coup, je vais vous poser la question, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que les Tunisiens, d'une certaine manière, les autochtones tunisiens, perçoivent la culture subsaharienne? Comme je vais répéter ce que j'ai dit depuis le début, la Tunisie, ma Tunisie, votre Tunisie, elle était et est toujours accueillante. Donc la diversité culturelle, c'est un point fort. Je dis et je le dis et je le pense, la Tunisie, ça fait partie certainement de l'Afrique. Donc nous sommes tous des Africains, d'accord. Donc il y a une grande richesse culturelle, il y a une grande richesse de compétences. Il y a beaucoup de choses que nous, les Africains, nous devons penser dans la même direction. Il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir ensemble. Et ça, c'est l'objectif qu'on doit se mettre d'accord. Sinon, pour le reste, c'est des détails. Il y a toujours quelques perturbations. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de tout ce qui est discrimination. La discrimination, c'est une bataille qui dure tout le temps et qui a persisté. Donc, c'est une question, c'est une
bataille en continu, donc on doit toujours lutter contre la discrimination. Même dans un même pays, il va y avoir toujours une discrimination, même localement. Donc il y a deux solutions. Ou bien on va regarder toutes les difficultés, on va en parler et ça existe, ou bien on va regarder pour quelque chose de plus intéressant pour nous tous, Tunisiens et Afrique subsaharienne. Donc, et là, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. La Tunisie, côté académique, côté universitaire, elle est bien avancée. Donc il y a beaucoup de choses que les subsahariens peuvent en profiter de la Tunisie et inversement proportionnel. Donc inversement, donc il y a beaucoup de choses que la Tunisie elle est en train d'apprendre de l'Afrique. Donc c'est une richesse mutuelle. Et là, il faut avoir vraiment une réflexion sur comment on doit mettre à côté tous ces incidents vraiment, même historiquement parlant, en termes de relief, c'est non significatif et avancer tout simplement. Du coup, je reviens vers vous justement. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces relations entre les étudiants subsahariens sur le territoire tunisien et les autochtones? Un mot magique, un mot facile, c'est travailler. Il faut vraiment travailler et laisser tous les préjugés à côté. Donc il faut travailler. Vous êtes un étudiant congolais, camerounais, ivoirien, donc c'est du n'importe quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de barrière. Il y a un objectif à saisir. Il faut travailler. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de travail qui nous reste à venir. Tout à l'heure, on parlait de la langue arabe ou même du dialecte de beaucoup de pays. Oui, il y a une richesse qu'on ne sait pas saisir. Donc, j'ai enseigné un étudiant, Ashley Romari, que je salue d'ailleurs, qui au bout de 4 ou 5 ans, il a appris l'arabe. Il parlait très bien l'arabe. Il jouait dans un club local. Il était un professionnel. Il a vraiment saisi toutes les opportunités, mais maintenant il est retourné chez lui. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre en Tunisie et il y a aussi beaucoup d'opportunités que la Tunisie peut avoir. Donc il n'y a aucune raison, à ma connaissance, de ne pas travailler. Parfait. Merci pour la proposition. Justement, je reviens vers Tina. Normalement, vous, du haut de vos années en Tunisie, vous avez participé à pas mal d'initiatives aidant à l'intégration sociale des subsahariens généralement, mais principalement des étudiants en Tunisie. Qu'est-ce qui vous ressort justement de toutes ces initiatives? Vous pouvez les citer avant d'en parler. Ok, d'accord, des initiatives de cohésion sociale, je pense que c'est ça le terme. J'en ai participé activement, déjà je suis une fille très active et je m'y plais bien. Alors, de celles auxquelles j'ai eu à participer, notamment je note par exemple une expérience sociale, je veux l'appeler ainsi, à laquelle j'ai tenu part, c'était dans le cadre d'un projet de l'Union européenne, voilà. On l'a tenu au camp de Sheba, à la Douira, camp de campement. Et c'était entre les Tunisiens, il y avait des participants tunisiens et des participants subsahariens. Et j'ai vraiment aimé l'expérience, c'était beau, c'était magnifique, j'ai réellement apprécié. Si je peux peut-être marquer la différence qui se trouve lorsqu'on se retrouve dans ce genre de contexte, voilà, où nous sommes dans un élan de cohésion sociale, il y a vraiment de la familiarité, il y a de l'entente, de l'harmonie, et tu te rends compte qu'en réalité, le Tunisien peut-être qui fera preuve de discrimination ou de racisme, désolé, c'est un peu abusé, mais je dois le dire ainsi. À l'extérieur, en fait, quand tu te retrouves dans ce contexte, tu te rends compte qu'ils sont différents. Et vraiment, ça fait plaisir. Moi, c'est grâce à ce genre d'initiative que j'ai pu m'ouvrir de ce que j'ai pu faire en Tunisie. J'ai pu m'ouvrir et voilà, voir la Tunisie d'une certaine autre façon que la manière dont elle est brandie aujourd'hui. Merci. À votre suite, Florian, est-ce que vous avez des initiatives pareilles à partager avec nous? Bon, déjà, je fais partie de l'ANZ, l'association des étudiants et stagiaires en Tunisie, africains en Tunisie. Donc, grâce à cette association, nous avons entrepris des activités, à savoir des apprentissages de langues traditionnelles de nos pays, le Gabon et le Cameroun, pour le moment, aux Tunisiens. On les a fait découvrir nos dialectes et aussi, on a fait aussi des certifications avec eux. On a demandé à nos
notre communauté gabonaise et camerounaise de pouvoir participer à des formations qui étaient dispensées par des étudiants en fin de cycle master tunisiens. Et aussi, on a fait des balles d'intégration ensemble, organisées uniquement par des élèves tunisiens, des étudiants tunisiens et subsahariens. L'administration n'était pas à l'intérieur, désolé. Donc du coup, grâce à toutes ces activités, il y a une certaine cohésion qui est palpable, c'est évident. Donc du coup, je pense que oui, pour le moment, c'est ça. Ce sont les expériences qui t'ont le plus marqué et je suppose que tu as beaucoup d'histoires à raconter derrière. D'accord. Je vais prendre aussi ma part de retour d'expérience parce que je me rappelle aussi d'une pièce de théâtre qui a été aussi faite par une mixité d'étudiants tunisiens et internationaux et le but c'était d'inverser les rôles. Il faut que les subsahariens parlent en arabe et les Tunisiens parlent en français correct. Donc c'était vraiment une ambiance vraiment très coquette dans le sens où il y avait une grande préparation, une pièce de théâtre qui durait plus que 20 minutes. Donc c'était pas une petite pièce, il y avait je pense 6 ou 7 scènes et les étudiants internationaux ils devaient parler l'arabe et les Tunisiens ils devaient parler. C'était dans le cadre d'une journée d'intégration et ça faisait beau. Monsieur Issam, tout à l'heure, vous parliez des incidents qui peuvent subvenir en Tunisie. Vous disiez que c'était un travail de longue haleine pour la résolution de ce genre de conflit. Tout à l'heure, Grâce également a mis une petite pincette dessus. Ma question est de savoir si on réussit également à les trouver au niveau des établissements et si oui, comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce que vous faites pour y remédier? Je vais rebondir déjà au terme incident. Je préfère les nommer comme des défis ou des challenges à contourner. Pourquoi? Parce que les incidents ou les petits incidents ou les problèmes, ça existe, ça va exister tout le temps, mais la question est est-ce qu'on sait les remédier ou pas? À l'Institut international ou à l'International School of Business, il y a toujours quelques petits problèmes ou quelques incidents, mais on est en train de les traiter au cas par cas grâce à des procédures qui sont mises en place et qui sont bien rodées pour que la résolution soit efficace et rapide. Donc il faut travailler, il faut juste être informé et à chaque fois il y a ce genre de petits problèmes. On a une procédure, une fluidité pour la remédier directement au cas par cas. Merci beaucoup. Alors, nous étions là dans le cadre des podcasts du projet Kufanya Student, on rappelle, qui est mis en œuvre par l'Association African Business Leader et en partenariat avec la Fondation Friedrich. La volonté est simple, c'est donner la parole à qui de droit pour au mieux sortir des solutions qui peuvent aider pour un meilleur vivre ensemble et une meilleure cohésion sociale en Tunisie. Du coup, je vais faire un dernier tour de table. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut justement... quel est votre regard sur la cohésion sociale en Tunisie entre les étudiants subsahariens et la population autochtone tunisienne? Je suis très optimiste et pour ne pas dire que je suis rassuré. Je connais la Tunisie, je connais ma Tunisie, votre Tunisie. Comme je l'ai dit dès le départ, c'est un pays très accueillant. Donc, même s'il y a eu quelques moments de tension qui ont déjà passé, mais je suis très optimiste et je préfère rester sur une note plus positive, mais en travaillant et en regardant ensemble dans la même direction. D'accord, merci. Et ça sera votre mot de fin. Je vais continuer avec Florian. Même question, vivre ensemble en Tunisie. D'accord, je vais répondre à cette question qui est très importante en 2 mots. Compréhension mutuelle et respect. D'accord, merci beaucoup. Grâce. Ok, déjà je pense que choisir de venir dans un pays, c'est aussi faire le choix de s'imprégner de sa culture, de son mode de vie, de son environnement. Alors en tant qu'étudiant, étudiante, dans un élan de cohésion sociale, voilà, le plus important, c'est pas toujours de se focaliser sur ce qu'il y a de négatif, mais voilà, de sonder au fond de soi dans le sens primordial d'apporter de la valeur. Et voilà, forcément, ce positif étouffera le négatif et on vivra une belle expérience. Merci. Merci. Merci à tous d'avoir fait des déplacements dans nos locaux aujourd'hui. On touche à la fin de l'émission, on y est à la fin. Et comme celle-ci, on en aura 3.
et qui continueront avec les mêmes thématiques, intégration sociale, cohésion sociale, employabilité, ainsi de suite. À la prochaine.